Mesdames, Messieurs de la presse, chers consoeurs, chers confrères, l'actualité, c'est aussi la riposte au Covid-19. Je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement pour le traditionnel point de presse sur la maladie à coronavirus. Nous sommes le vendredi 27 novembre, dernier vendredi du mois. Le docteur Brice Bikaba est au rendez-vous. Le docteur Bikaba est, je vous le rappelle, le directeur du CORUS, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, et coordonnateur sectoriel santé de la riposte à l'épidémie de coronavirus. Il va tout d'abord présenter la situation durant le mois de novembre et ensuite répondre à vos questions et préoccupations. Merci à vous. Nous recevons donc le docteur Bikaba. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous faire le point, la situation mensuelle du Covid, parce que je vous rappelle que depuis un certain temps, les points de presse sont mensuels. Et le dernier point de presse était prévu donc le mois passé, c'était le 23 octobre. Donc je m'en vais faire ce point en commençant par la situation au niveau mondial de la Covid, qui a été marquée effectivement par une augmentation des cas au niveau mondial. Et à ce jour, nous avons plus de 60 millions de cas, exactement 60 526 943 cas et 1 422 753 décès malheureusement, donc une létalité de 2,4%. Le continent le plus touché est l'Amérique avec 25 896 563 cas et malheureusement 715 344 cas, une létalité de 2,8%, suivi du continent européen. Donc le continent européen est passé devant l'Asie avec 17 135 241 cas et 398 920 décès. L'Asie vient en troisième position avec 15 336 000 cas et 266 681 décès, soit 1,7% de létalité. Enfin vient l'Afrique avec 2 107 506 cas. Donc l'Océanie et le Japon ferment la marche. Au niveau des pays du continent africain, les pays les plus touchés, c'est l'Afrique du Sud avec 775 502 cas et 21 202 décès. Le Maroc vient ensuite avec 336 506 cas et 5 539 décès. L'Égypte, 114 107 cas et 6 585 décès. L'Éthiopie, 107 109 cas et 1 664 décès. Et la Tunisie, 91 307 cas et 2 983 décès. C'est les 5 pays les plus touchés. Pour les pays de la CEDEAO, nous avons le Nigeria qui vient en tête avec 66 805 cas. Et le Ghana ensuite avec 51 225 cas. La Côte d'Ivoire, 21 168 cas. Le Sénégal, 15 927 cas. La Guinée-Conakry, 12 949 cas. Le Burkina vient en 9e position avec 2 777 cas. Et les pays les plus touchés en termes de nombre de décès, nous avons le Nigeria qui a noté donc 1169 décès, avec une létalité de 1,7%. Le Sénégal, 331 décès, 2% de létalité. Le Ghana, 323 décès, 0,6% de létalité. Le Mali, 148 décès, soit 3,8% de létalité. La Côte d'Ivoire, 131 décès, 0,6% de létalité. Le Burkina, nous sommes à 68 décès, avec une létalité de 2,4%. Pour la situation de la Covid dans notre pays, je vais commencer par la situation du 25 novembre qui devait être diffusée. Et ensuite, je vais passer à la situation d'aujourd'hui qui doit être diffusée ce jour, du 26 novembre. À la date du 25, la situation de la maladie se présente comme suit. Nous avons 468 échantillons qui ont été analysés, répartis entre 323 dépistages pour voyage, 116 personnes contacts, 18 cas suspects, 4 voyageurs et un agent de première ligne, 6 contrôles. Le nombre de cas confirmés est de 24, dont 3 cas importés et 21 cas à transmission communautaire. Donc répartis entre Ouagadougou, Toma, Dédougou et Bobo. Le nombre de guérisons est de 12, portant le nombre total de guérisons à 2579, le nombre de décès 0, soit un total de décès à 68, et nous avons un nombre de cas actifs à 154. À la date du 26, donc la situation aujourd'hui, ce qui devrait être communiqué aujourd'hui, nous avons 130 échantillons analysés
répartis en 95 dépistages pour voyage, 9 personnes contacts, 8 cas suspects, 2 voyageurs entrants, 11 contrôles. Et nous avons 15 cas qui ont été confirmés, 15 cas de Covid qui ont été confirmés, dont 9 à Ouagadougou, 2 à Dori et 4 à Gawa. Le nombre total de guérisons aujourd'hui est de 0. Le nombre de guérisons est de 2579. Il n'y a pas eu de décès, donc soit un total de 68 décès toujours. Et le nombre de cas actifs est de 169. Donc au total, nous avions un total de 2816 cas de Covid répartis en 964 femmes et 1852 hommes. Donc la situation dans les régions montre qu'il y a toujours des cas actifs donc, au niveau du centre, au niveau des hauts bassins, de la boucle du Moune, du Sahel, des cascades, du centre-nord, du centre-sud, du sud-ouest, de l'est, du centre-est et du centre-ouest. Donc au total, 169 cas répartis dans ces différentes régions. L'évolution des cas testés montre que nous avons autour de 2500 cas testés par semaine, en moyenne au cours des dernières semaines, avec une positivité, un taux de positivité à 3,9% sur l'ensemble depuis le 9 mars. Mais au cours du dernier mois, nous avons eu un taux de positivité de 4,1%. L'évolution du nombre de cas positifs de Covid dans notre pays montre qu'au cours, nous avions noté qu'après le pic au cours du mois d'avril, nous avons eu une certaine période d'embellie jusqu'au mois de juillet-août, où au cours du mois de septembre, on a noté une recrudescence du nombre de cas avec l'apparition d'un certain nombre de grappes. Mais au cours du mois d'octobre, cette tendance a commencé à diminuer et il y a eu une stabilisation de la maladie. Et nous pouvons noter de manière globale que cette tendance à la stabilisation se confirme avec toujours le maintien du taux de reproduction de base, le R0, qui est égal à 1. Pour l'évolution du nombre de décès, il faut dire que nous n'avons pas noté de cas de décès, en tout cas au cours de la période du mois de novembre. Au cours de la période du mois d'octobre, on avait noté un certain nombre de décès, mais en novembre, nous n'avons pas eu de cas de décès. Quelles sont les activités que nous avons eu à mettre en œuvre avant cette campagne électorale? Parce que vous savez que le dernier point de presse, nous avions annoncé qu'il y avait un certain nombre de mesures qui devaient être prises le 23 octobre. Et nous avons travaillé avec le comité sectoriel Liberté publique et engagement communautaire pour des directives à l'endroit des différents acteurs pendant la campagne. Donc nous avons élaboré cette directive relative aux mesures de santé publique liées à la COVID-19 pendant la campagne. Et ces directives ont été diffusées à l'ensemble des acteurs. Nous avons également, au niveau déconcentré, nous avons donné des directives pour mener des activités de sensibilisation en marge des meetings électoraux, avant ces meetings et après ces meetings. Et nous avons fait un monitorage des activités de sensibilisation par région chaque semaine au cours des rencontres du comité sectoriel santé qui se tiennent chaque lundi, chaque mercredi et vendredi. Et un point global devrait être fait dans une semaine, dans quelques jours, le 30 novembre. Nous avons poursuivi les activités de sensibilisation et d'engagement communautaire au niveau des radios locales, les volontaires et les agents de santé communautaire. Par exemple, à titre d'exemple, nous avons des volontaires qui sont sur le terrain avec l'appui du CDC Africa. Et nous avons eu à faire plus de 5520 activités de sensibilisation réalisées par ces volontaires-là. Et nous avons fait 1150 visites à domicile. Nous avons sensibilisé plus de 128 400 personnes par ces volontaires à ce niveau. Et actuellement, depuis quelques jours, nous renforçons la surveillance de l'évolution de l'épidémie. Et bien sûr, nous poursuivons notre renforcement du dispositif au niveau des points d'entrée, au niveau des frontières terrestres et les capacités de l'ensemble du système de santé. Nous sommes toujours en train de les renforcer. Quel bilan pouvons-nous faire également de manière globale au cours de la période? Nous avons également renforcé les capacités des points d'entrée prioritaires en matériel et en intrants. Et les acteurs, le personnel à ce niveau, ils ont commencé les formations, les dotations en équipement. Et nous avons également prévu le renforcement des capacités des laboratoires. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir l'arrivée de 3 extracteurs automatiques et de tests de dépistage pour venir renforcer, en tout cas ce que nous avons déjà sur le terrain,
Et il est prévu la semaine prochaine également, si tout va bien, qu'il y ait d'autres extracteurs automatiques qui arrivent. Nous avons également la formation en cours du personnel de santé. Et nous avions dit qu'il y avait plus de 3000 agents de santé qui ont été déjà formés. Et il y a 4000 agents de santé qui sont en train d'être formés. Et les formations sont en cours en ce moment. Nous sommes en train de réviser donc, les procédures pour la gestion des cas avec l'ouverture des frontières. Et nous avons donc, sommes en train de poursuivre donc, la dévolution, donc, la prise en charge de la COVID dans le système de routine. Et il y a eu donc les activités de sensibilisation et d'engagement communautaire. Donc les défis donc, pour les prochaines semaines, nous avons noté à 3 niveaux. C'est travailler à maintenir la tendance actuelle, parce que nous trouvons que donc, le taux de reproduction étant égal à 1, il faut travailler donc, à maintenir donc, cette tendance actuelle et faire mieux, au besoin, le temps qu'il y ait donc, un traitement préventif, notamment le vaccin. Nous avons également la surveillance qu'il faut renforcer avec la dévolution de la prise en charge de la COVID dans la routine. Et bien sûr, il y a toujours ce défi avec le respect donc, des mesures de prévention individuelles qu'il faut observer. Donc, en termes de perspective, à partir de la semaine prochaine, nous avons donc une revue intra-action. C'est-à-dire c'est un bilan à mi-parcours que nous allons mettre en place avec l'appui d'experts internationaux pour nous aider à voir, en termes donc, de coordination au niveau du comité sectoriel, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui n'a pas bien marché et qu'est-ce que nous pouvons ajuster et améliorer. Donc cela va commencer donc, le 30 novembre et le 1er et se poursuivre jusqu'au 4 avec une restitution donc, le 4. Il y a également la poursuite du renforcement des capacités de laboratoire et le renforcement des capacités de diagnostic des laboratoires régionaux et des hôpitaux et districts. J'ai annoncé donc l'arrivée aujourd'hui des extracteurs et prochainement et la semaine prochaine également de ces appareils-là qui permettront de faciliter le travail donc, au niveau donc, des laboratoires. Il y a le renforcement de la capacité d'accueillir la prise en charge des maladies hautement pathogènes avec la construction donc, des unités d'isolement et de prise en charge de ces maladies-là. Donc nous avions effectivement 3 centres qui avaient été pris en compte donc, pour le coronaton et au niveau également du ministère, il y avait un certain nombre de sites qui avaient été identifiés pour être rénovés et pour donc, abriter ces maladies hautement pathogènes. Il y a la poursuite des préparations des capacités des principaux points d'entrée. Au niveau des frontières, on poursuit toujours donc, nos capacités et bientôt les discussions certainement vont s'annoncer au niveau régional pour que lorsque il y aura la décision d'ouverture des frontières, que nous ayons donc des dispositifs qui soient donc prêts à notre niveau. Il y a la surveillance des cas de contamination de Covid chez les professionnels de santé pour nous déterminer quels sont les facteurs de risque de Covid chez les agents de santé. Actuellement, à Bobo, il y a une équipe, la coordination qui est à ce niveau pour former les enquêteurs qui vont donc, à partir de la semaine prochaine, faire donc des prélèvements donc, chez les agents de santé pour voir combien d'agents de santé sont touchés, combien ont été en contact avec le virus et on va les suivre donc, pendant une certaine période pour voir quels sont les facteurs de risque et pouvoir donc, donner des orientations au niveau politique pour éviter que les agents de santé donc, ne soient contaminés et que ce soit donc, des réservoirs donc, du virus. Ensuite, il y a la poursuite du renforcement de l'engagement communautaire avec une plus grande implication donc, des autres parties prenantes. Le ministère de la Santé, effectivement, fait de l'engagement communautaire, mais il y a un comité sectoriel communication et un comité sectoriel liberté publique et engagement communautaire. Il y a également les associations, le monde communautaire, qui peuvent également contribuer à faire porter donc, les différents messages. Donc voilà globalement le bilan donc, de ce que nous avons eu à mener donc, au cours de ce mois qui a été marqué essentiellement par la préparation donc, des activités entrant donc, dans le cadre donc, de la campagne, le renforcement donc, des activités de sensibilisation à ce niveau. Et pour le moment, nous observons toujours donc, cette tendance à la stabilisation, mais nous disons toujours que nous renforçons donc, notre dispositif pour surveiller et ajuster nos stratégies au cas où il y aurait un éventuel rebond. Donc voici un peu la synthèse donc, de la situation et je vous remercie. Merci pour toutes ces informations. Je suis Roméo Koeta, journaliste à la télévision BF1. Vous avez fait des recommandations aux différents candidats avant la campagne électorale. Je veux savoir, est-ce que, après cette campagne, vous pensez que le message a été compris et appliqué par ces différents candidats? La deuxième question va dans le même sens. On a tous vu les stades pleins recto verso, les places publiques
qui était pleine de monde, avec le respect d'aucune barrière, d'aucun geste barrière. Est-ce que vous pensez que dans cette situation, le discours sur la sensibilisation sur la COVID-19 peut toujours être crédible à l'endroit des populations? Voilà. Et la dernière question, c'est concernant le vaccin. On a vu que les différentes puissances mondiales, actuellement, c'est la course au vaccin. Il y a certains qui sont plus avancés que d'autres. Il y a d'autres qui ont déjà commandé. Qu'en est-il au niveau du Burkina? Est-ce qu'on y pense déjà par rapport à un éventuel vaccin qui est prévu être disponible dans les mois à venir? Merci. Je suis Marina Traoré de Radio Omega. Le confrère vient de le dire, durant la campagne, il y a eu de nombreux meetings durant lesquels les gens ne respectaient pas les gestes barrières. C'est vrai que vous avez parlé de recommandations. Ma question est de savoir que faisait le chorus pendant ce temps. Deuxième question, vous dites qu'il y a 169 personnes, 169 cas actifs actuellement. Est-ce que ces personnes sont prises en charge dans les centres de santé ou ce sont des personnes qui sont peut-être à domicile en auto-confinement? Et une autre question, il y en a qui ont des doutes par rapport à la fiabilité des tests. Est-ce que vous pouvez assurer que les tests que vous faites actuellement sont à 100% fiables? Merci. Pour ce qui concerne la première question, c'est un constat. Vous avez dit effectivement, est-ce que les directives ont été distribuées aux candidats? Est-ce qu'on pense que cela a été appliqué? Bon, on peut faire le constat ensemble et voir que cela a été diversement appliqué. Et maintenant, on fait le constat ensemble et on voit comment aller de l'avant. Mais de manière globale, nous avons dit toujours que depuis la prise des mesures des masques le 27 avril, de manière globale, on voit que les gens n'appliquent pas systématiquement cette mesure. Et nous avons dit toujours que le changement de comportement, il faut répéter, c'est un travail de longue haleine. Et nous n'allons cesser de le dire parce que si nous ne le disons pas, nous allons manquer à notre devoir. Et c'est la raison pour laquelle nous sortons, nous le disons toujours dans les radios, nous le disons toujours à travers donc, des points de presse, nous le disons toujours à travers des communiqués, à travers l'élaboration des directives, parce que c'est ça aussi notre mandat, c'est de toujours rappeler donc, aux différents acteurs et que chacun, en fonction donc, de son rôle et de sa fonction dans la société également, puisse travailler à faire appliquer ces différentes directives-là à l'ensemble. Les stades, effectivement, étaient remplis recto verso. Et est-ce que le discours sera toujours crédible? Nous faisons un discours en fonction de l'état actuel donc, de la science et nous ne pourrons que faire ce discours-là. Il faut rappeler aux différents acteurs que le respect des mesures barrières, le port du masque, c'est la meilleure des mesures actuellement. Du fait que nos populations donc, soient relativement jeunes et d'un certain nombre de facteurs dont on n'a pas encore toutes les explications, on est relativement épargnés. Mais nous avons toujours rappelé qu'au sein de nos populations, il y a un certain nombre de personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables, là, ce sont les personnes âgées. Ce sont les personnes également qui ont une immunodépression et qui pourraient donc en souffrir, voire en mourir. Donc, il faut toujours travailler à préserver ces populations-là. Les vaccins, effectivement, il y a une course, puisqu'il y a 9 candidats vaccins qui sont vraiment à un stade relativement avancé. Et le Burkina Faso a souscrit donc, à l'initiative COVAX, qui est une initiative donc, supportée donc, par Gavi, l'Alliance mondiale donc, pour la vaccination. Et en tout cas, il y a déjà un comité qui est en train d'être mis en place. Il y a eu plusieurs réunions. Et pour que, en tout cas, lorsque ces vaccins seront disponibles, les pays les moins développés, comme le Burkina Faso également, nous puissions en bénéficier. Voilà, donc les échanges ont déjà commencé et il y a un engagement à ce niveau pour que, lorsque ce vaccin sera disponible, que nous puissions en bénéficier. Pour le second intervenant, le non-respect effectivement des règles barrières, que faisait le chorus? Nous avons déjà cité un certain nombre de mesures que nous avons prises donc, avant la campagne et pendant la campagne, avec quelques chiffres montrant effectivement ce qui est fait sur le terrain. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un travail de fourmi, c'est un travail donc, de long terme
Et donc, nous pensons que cela va aller au fur et à mesure. Et nous demandons vraiment à l'ensemble des acteurs, que ce soit les journalistes que vous êtes, la société également, les leaders coutumiers, les leaders traditionnels, que chacun joue sa partition. Et nous pensons que, en tout cas, au fur et à mesure également, ça va rentrer dans les mœurs et les gens vont adhérer. Pour ce qui concerne donc les 169 cas actifs, de manière globale, on remarque que ces derniers temps, les cas qui ne sont pas graves, nous les prenons en charge donc à domicile. Donc, avec la dévolution de la prise en charge de la COVID dans le système de routine, nous avons fait en sorte que les régions aient des équipes mobiles qui puissent donc aller suivre les cas qui sont simples à domicile. Pour les cas graves, ils sont pris donc dans les systèmes hospitaliers. Mais ces derniers temps, en tout cas la plupart des cas, c'était des cas relativement simples qui étaient suivis à domicile. Bon, pour ce qui concerne la fiabilité du test, il n'y a aucun test qui est fiable à 100%. Mais il y a des marges qui sont donc des marges d'erreur acceptables qui sont tolérées. Donc, pour être voilà. Donc, mais de manière globale, au niveau du Burkina Faso, nos tests, nous avons effectivement suivi les différentes recommandations. Nous faisons régulièrement donc des évaluations entre pairs au niveau des laboratoires pour voir est-ce qu'il y a des erreurs et est-ce qu'il y a effectivement des insuffisances. Et nous pouvons vous assurer effectivement que nos tests donc, sont fiables. Merci au docteur Bikaba. Moi, c'est Bessie François Seni de Direct Info Magazine. Je ne sais pas si c'est déjà dit. En fait, je voulais savoir, pendant cette période de campagne électorale, est-ce qu'il y a des cas, par exemple, que vous avez pu détecter dû au grand rassemblement de foule? Et est-ce qu'il y a eu une évolution vers le haut par rapport au nombre de cas que vous avez l'habitude de détecter? Je vois que la grande préoccupation, c'est de faire le lien entre effectivement ces différents rassemblements et bien sûr, est-ce qu'il y aura une remontée? Nous avons le même souci que vous également. Et c'est pourquoi nous avons dit que non seulement, en plus donc, de la sensibilisation que nous avons fait, il y a le monitorage pour voir effectivement les courbes, comment évoluent les courbes. Est-ce que nous aurons donc une évolution de la courbe ou pas? Nous monitorons également le taux de reproduction donc, de base de la maladie pour voir est-ce que ce taux de reproduction-là, il est en train de partir au-delà de 1 ou bien il est toujours au niveau de 1. Donc ça nous permet de voir s'il y a une évolution à la hausse de la maladie ou pas. Mais de manière globale, il est difficile de faire un lien direct en un cas et savoir donc que ce cas-là est lié à un rassemblement, etc. Parce qu'il y a effectivement, vous savez que c'est une maladie surtout à transmission communautaire. Mais ce qui va nous permettre de savoir, c'est le monitorage pendant au moins une période donc, de 2 à 3 semaines. Et si nous observons effectivement une augmentation donc, du nombre de cas pendant cette période, on pourrait peut-être dire que cela pourrait être lié donc, à cette période sensible. De manière globale également, nous avons regardé un peu dans les autres pays qui ont eu également des campagnes électorales, notamment les pays voisins, et comment a évolué donc, la courbe chez eux. Et nous osons croire que notre courbe également va se comporter de la même manière et qu'il n'y aura pas un rebond. Mais dans tous les cas, ce que nous faisons, c'est de renforcer notre dispositif. Et quand nous disons d'évolution de la prise en charge de la COVID-19 dans le système de routine, c'est qu'actuellement, vous allez voir que dans toutes les régions, les équipes donc, sont soit formées, soit en train d'être formées. Ils ont un dispositif qu'ils mettent eux-mêmes en œuvre lorsqu'il y a des cas. Et c'est ça que nous disons, il faut renforcer l'ensemble du système de santé. De telle sorte que même s'il y a un rebond, le système au niveau local pourra prendre en charge donc, les cas. Et actuellement, comme nous avons effectivement un dispositif au niveau des CHU avec donc, des équipements adaptés, nous pourrons prendre effectivement en charge donc, les cas graves à notre niveau. Donc voilà le souci, renforcer l'ensemble du système de santé et faire de telle sorte que vraiment, même le cas échéant, même s'il y a une augmentation du nombre de cas, que nous puissions les détecter à temps et que nous puissions effectivement, le système puisse absorber donc, ces chocs. Chers consoeurs, chers confrères, nous sommes donc au terme de ce point de presse mensuel avec le docteur Bikaba. En votre nom à tous, je dis merci au docteur, lui qui nous permet, une fois par mois et même
après ces conférences de presse, d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation, sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Burkina et la riposte du gouvernement et ses partenaires face à cette pandémie. Je dis merci, merci à toute la presse pour son engagement. Bon retour dans vos rédactions et surtout, prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous.